Donc, bonjour et bonsoir à tous, et Gounon. Pour la première fois, on va vous demander quelques minutes de patience, puisque d'habitude, on débat immédiatement le débat. Mais là, c'est pour nous une soirée particulière. D'une part, parce que c'est la fin du mois de l'économie sociale et solidaire que nous menons, donc tambour battant, un mois que nous travaillons tous autour de l'économie sociale et solidaire et des initiatives du territoire. Cette maison de l'ESS, c'est quand même l'aboutissement d'un travail initié il y a 6 ans, quand Michel Benac, maire de Biarritz, m'a confié la délégation à l'économie sociale et solidaire. J'ai été très rapidement rejointe par 6 sympathiques fondateurs, enfin qui font aujourd'hui le club des 7 fondateurs. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui cette maison existe. L'une de nos ambitions, l'une d'elles bien sûr, est que nous soyons à l'écoute des remarques qui ont été faites d'ailleurs pendant tout ce mois de l'ESS, qui vont certainement être faites durant ce débat, à Madame la secrétaire d'État, qui nous a fait l'honneur et le grand plaisir de nous proposer une vidéo que nous diffuserons tout à l'heure. Et nous sommes, il faut le dire, très très fiers, et pour Biarritz, et pour la Maison de l'économie sociale et solidaire, et pour le Pays Basque. Je laisse la parole à Delphine Taïeb, notre présidente, avant de démarrer le débat. Delphine, c'est à toi. Bonsoir à tous, merci Gilles pour cette introduction. Alors, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont participé à ce mois de l'ESS, donc qui se terminera demain, mais avec un temps fort ce soir avec ce débat. Les intervenants, mais aussi les participants, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu tenir toutes ces rencontres. Donc, comme vous l'a dit Gilles, on va regarder le film proposé par la secrétaire d'État. Ce que je vous propose, c'est de ne pas rebondir ou de commenter ce film, mais bien de mener le débat qu'on avait prévu. Donc, on va le visionner et on enchaînera après avec l'intervention des intervenants et le débat mené par Roland. Voilà, alors un tout petit point technique avant de commencer. On va vous couper les micros. Voilà, donc normalement tous les micros sont coupés. Et pour les questions, on vous propose de les noter dans l'onglet discussion qui est en bas de l'écran, au milieu. Et puis on les reprendra soit au cours du débat, soit à la fin. Voilà. Bonne rencontre à tous. Egounon, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à la maison de l'ESS en Pays Basque. J'attache une importance incroyable à ce territoire. J'aime le Pays Basque. J'y ai passé des années très heureuses dans ma prime jeunesse, à Biarritz, à Anglette, à Bayonne, sur les plages d'Île-Baritz ou dans l'arrière-pays jusqu'à Arbonne. Bref, j'ai beaucoup d'attirance pour votre beau pays. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à participer à un mois de l'économie sociale et solidaire au programme très rempli. Vous avez eu tout au long de la semaine énormément d'échanges, apparemment des échanges passionnants sur le thème du réemploi et de la réduction des déchets. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs très belles initiatives ont eu l'occasion de présenter leurs projets en faveur de l'économie circulaire. Oui, le contexte est difficile. Je sais que certains d'entre vous subissaient de plein fouet les mesures de restriction sanitaire. Vous avez connu une année 2020 difficile, avec parfois des projets de recrutement stoppés net, des difficultés d'accès aux aides de l'État et peu de visibilité pour les mois à venir. Je veux vous passer un message d'optimisme. Ici, à Bercy, au sein du gouvernement, chaque jour, chaque heure, nous mettons tout en œuvre pour que cette période soit le plus rapidement possible derrière nous et que nous puissions entrevoir un avenir plus chantant. Je veux donc avant tout vous parler d'un avenir propice au développement rapide du réemploi et des recycleries. Le gouvernement a fait adapter, vous le savez, en début d'année, une loi fondatrice pour lutter contre le gaspillage et en faveur de l'économie circulaire. Et il a fallu toute l'énergie et le talent de Brune Poirson pour parvenir à des résultats ambitieux. Vous connaissez cette loi, ses grands principes.
Mais dans le détail, 2 mesures en particulier sont particulièrement favorables à votre secteur. 2 mesures qui créent 2 types de fonds, l'un dédié au financement de la réparation et l'autre au financement du réemploi et de la réutilisation. Ils vont être lancés dans les tout prochains mois et vont être incontestablement des accélérateurs formidables du développement des ressourceries, des recycleries et des autres initiatives du réemploi. Le premier fonds est dédié au financement de la réparation. Il va permettre de rembourser une partie du coût des réparations effectuées auprès de réparateurs labellisés, dont beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire. Il sera financé par les éco-organismes au titre de leur responsabilité élargie du producteur. Grâce à ces fonds, il va devenir beaucoup plus intéressant pour les consommateurs de s'engager dans une démarche d'économie circulaire, d'essayer de réparer ce qui peut être réparé avant de jeter, ce qui devrait être une évidence, mais qui demeure parfois seulement un principe qui a tendance à se perdre dans notre société de surconsommation. Le deuxième fonds sera dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, avec pour vocation de contribuer au développement des structures qui évoluent dans ce domaine et qui sont très largement aujourd'hui des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On connaît bien sûr les plus grands, Emmaüs, Envie, l'agent du don en nature, mais vous faites directement, vous aussi, partie des structures qui vont pouvoir accéder à ce fonds pour financer vos projets, votre développement. Ce fonds sera alimenté par les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés à hauteur d'au moins 5% des contributions reçues par les éco-organismes. Comment faire pour que ces fonds de réemploi solidaire puissent surtout bénéficier à l'économie sociale et solidaire? J'ai été nommé fin juillet et dès le premier mois de mon mandat, je me suis investi personnellement dans ce dossier. Nous avons alors gagné un important combat au niveau interministériel dans la chaleur de l'été. Le décret qui doit passer dans les conditions d'accès à ces fonds prévoyait au démarrage 50% de financement de guichet en faveur des structures labellisées ESUS et 50 autres % de financement à la suite d'appels à projets. Nous avons voulu supprimer la part des appels à projets. C'était une requête importante des acteurs de l'ESS. Pourquoi? Parce que j'ai compris et j'admets qu'il est difficile dans la période pour des structures de l'ESS de consacrer des moyens à remplir des dossiers de candidature. Alors aujourd'hui, le projet de décret prévoit donc maintenant 100% de financement de guichet et donc de subventions directes, plus d'histoire d'appel à projet. Au moins, et j'insiste sur ce au moins, 50% des aides seront fléchées vers des structures labellisées ESUS. Je sais, j'entends que certains voudraient que ce soit 100%, ce que je conçois parfaitement, mais n'oublions pas que l'économie sociale et solidaire ne se résume pas seulement aux seules structures ESUS. Parmi vous d'ailleurs, il n'y a pas que des structures ESUS. Il me semble donc important qu'une partie des fonds puisse aussi aller vers l'ESS, hors ESUS, ce qui sera possible. Enfin, certaines entreprises qui ne sont pas du tout dans l'économie sociale et solidaire doivent avoir accès aux fonds. On peut le regretter, mais c'est ce que la loi dit précisément. Je n'étais pas là à l'époque, mais si la loi devait changer pour que ces fonds soient réservés à 100% aux structures de l'économie sociale et solidaire, ne doutez pas de mon engagement pour soutenir sans réserve cette proposition. Alors revenons à vous. Je voulais vous remercier parce que sans vous, toutes les bonnes paroles, tous les grands principes, toutes les mesures de la loi resteraient lettres mortes, resteraient vains, sans vos projets, sans votre engagement, sans votre énergie en faveur de l'économie circulaire. Comptez sur moi pour venir très rapidement vous rendre visite dans ce Pays basque que j'aime tant. Et en attendant, je vous souhaite un très bon débat. Bonne soirée à vous. Après cette introduction, du coup, je vais laisser la parole à Roland Macheneau, journaliste, qui va animer le débat. Donc, Roland, je te laisse la parole. Bon, eh ben, je vous remercie. Bonsoir à tous. Après cette introduction ministérielle qui honore la maison de Biarritz, l'économie sociale et solidaire, je voulais reprendre certains termes qu'on entend aujourd'hui: recycler, retaper, récupérer, réutiliser, mais aussi rêver et même réagir.
Ce sont des termes qui ont franchi le cap des bonnes intentions pour entrer dans le cercle vertueux ces dernières années de l'économie sociale et solidaire. L'abbé Pierre, dans les années 50 et 60 d'ailleurs, avait été un précurseur en la matière. Aujourd'hui, en 2020, 20 ans après l'apparition des premières recycleries qui sont le thème donc, de notre débat ce soir, on dénombre entre 2500 et 3000 entreprises ou associations qui travaillent dans ce secteur, même s'il est difficile d'avoir des chiffres exacts. Et ces entreprises, ces associations traiteraient entre 200 000 et 250 000 tonnes de déchets. C'est aussi une économie qui a créé des emplois, environ 25 000, auxquels il convient d'ajouter à peu près 20 000 bénévoles. Le chiffre d'affaires se monterait à environ 500 millions d'euros actuellement. Donc une économie importante à qui tous s'accordent à prédire un avenir, sinon radieux, du moins positif. Alors que font-elles, ces entreprises et ces associations? Eh bien, elles collectent des déchets, des meubles, des habits, des plastiques. Elles les retapent, les valorisent et puis les vendent, en général à faible prix. La taille de ces entreprises aujourd'hui va de la TPE à la PME, mais pourrait prendre une taille beaucoup plus importante. Aujourd'hui, ce matin, en préparant cette émission, ou ce débat plutôt, défaut du journaliste, j'ai appris une nouvelle importante en lisant Le Monde, daté de demain. Renault annonce la création d'une refactory à Flins pour recycler et reconditionner des parts d'automobiles qui vont sauver cette usine de Flins, haut lieu et fleuron de la production industrielle française, où travaillent encore 3700 personnes. Donc on passerait d'une taille de PME là à carrément une taille industrielle. Mais restons, si vous le voulez bien, dans le 64 et le 40, où nous avons donné rendez-vous ce soir à 4 responsables d'associations et de recycleries. Je salue Claire Dutrio, qui est à Hendaye et qui est responsable de Recyclarté. Je salue Bernard Dumas, qui lui est entre le Pays Basque et le Béarn, où avec Sigrid, sa femme, il a créé en 2002 Amaya. Il nous en parlera, il nous donnera le… Aïma. Aïma. On en avait parlé avec Bernard d'ailleurs de Aïma, et il nous dira ce que veut dire Aïma d'ailleurs, qui est un sigle merveilleux. Valérie Fernani nous rejoindra également. Elle est à Cabreton, elle est prise dans une réunion, elle arrivera un petit peu plus tard. Elle a monté il y a 8 ans une recyclerie qui s'appelle Happy Up, qui recycle des meubles, elle nous en parlera, avec 31 personnes salariées aujourd'hui. Et enfin, à Bayonne, Pascal Balator nous parlera de recyclerie, mais RIT, qui regroupe actuellement 10 bénévoles. Je commencerai avec Claire du trio, donc à Hendaye. Je voudrais lui demander d'abord de nous expliquer la différence, parce qu'il y a 2 termes qui sont employés dans ce secteur, recyclerie, et il y a un autre terme qui est employé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Claire? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc en fait, la ressourcerie, effectivement, c'est, on va dire, une sorte de recyclerie qui va encore un petit peu plus loin. En fait, ce sont des structures qui, comme les recycleries, travaillent principalement sur le réemploi des objets, donc les collectant, les revalorisant, mais qui en plus sont inscrits donc, dans un réseau national qui adhère à une charte. Et dans cette charte, notamment, les 2 objectifs vraiment fondamentaux, où il y a pas mal de points, mais les 2 objectifs vraiment un peu qui se démarquent des recycleries, ce qui ne veut pas dire que les autres recycleries ne le fassent pas, mais c'est de quantifier exactement les déchets qui sont collectés et revalorisés, et de mener des actions de sensibilisation pour changer les représentations, les regards que peuvent avoir certaines personnes, donc des réticences à acheter des objets réemployés. Êtes-vous une ressourcerie ou une recyclerie? Alors, on va dire qu'on est une sorte de mini-ressourcerie aujourd'hui. On est une recyclerie spécialisée sur le vélo uniquement, dans nos 65 mètres carrés. Et on est une ressourcerie dans le volet animation, sensibilisation, parce qu'au final, on a développé beaucoup d'animations via des ateliers participatifs où on travaille sur
le fait de faire passer à l'acte les gens en apprenant à revaloriser, à réparer eux-mêmes. Ça passe par des ateliers couture, l'atelier vélo, bien sûr, d'auto-réparation, le repair café, donc où on répare tout type d'objets, et des ateliers zéro déchet. Mais on n'a pas de recyclerie dans le sens, ou ressourcerie globale, dans le sens où on ne revalorise aujourd'hui principalement que des vélos et des tissus. Votre activité principale est tournée vers les vélos. Avec combien de personnes et qu'est-ce que vous faites exactement d'ailleurs dans ce secteur-là, bien précis? Oui, alors il y a aujourd'hui autour du vélo donc, un modèle qui s'appelle l'atelier participatif d'autoréparation de vélo, qui est mis en place par plus de 150 structures au niveau national, dont Tirindola à Bayonne, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et du coup, l'idée, c'est de permettre de collecter des vélos. Donc nous, on est en lien avec la collectivité, on collecte en déchetterie d'Andaille, mais on a beaucoup plus d'apports volontaires, et ça c'est toute recyclerie qui finit par être bien connue sur un territoire. Ce sont les gens qui nous amènent directement la plupart des vélos. Donc ces vélos, on les collecte. S'ils sont en bon état, on les révise et on les revend à petit prix, solidaire, une fois révisés par nos mécaniciens et mécaniciennes. Et quand on ne peut pas les remettre en état, on les démantèle, on les démonte, on récupère les pièces qui vont permettre après de réparer les autres vélos et sous forme participative. Donc les gens adhèrent à l'association et viennent réparer eux-mêmes leurs vélos. Combien de personnes travaillent avec vous à Recyclarté? Combien de salariés? Combien de bénévoles? Et vous traitez combien de vélos par an? Alors, en fait, notre atelier vélo, il a connu vraiment un boom. En fait, c'est comme toute petite structure naissante. Ça suit aussi relativement la courbe, on va dire, du salariat et du nombre de bénévoles qui est en relation avec le nombre d'années d'existence souvent d'une association et aussi le local dont elle dispose. Donc aujourd'hui, après 5 ans d'existence, on est dans 65 mètres carrés, c'est tout petit, donc on essaye de maximiser. On essaye aussi de pousser les murs, mais on n'y arrive pas. Alors bon, on a eu plusieurs projets pour s'agrandir. Aujourd'hui, on est 3 salariés, on est une vingtaine de bénévoles et on a plus de 500 adhérents. Donc on est devenu une des plus grosses associations sur Hendaye et on est assez fiers d'avoir réussi à faire ça dans un si petit espace. Question qui se pose pour vous, est-ce que vous avez une concurrence avec le secteur privé en l'occurrence? Alors pour nous, ça a toujours été très important et je pense que c'est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Quand on crée un projet de territoire, d'abord vraiment faire un diagnostic, de voir qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui existe sur notre territoire, de bien définir son territoire aussi quelque part. Donc nous, on s'est dit, on va aller jusqu'à Bidart et Sarre, l'ancienne agglo Sud Pays Basque. Déjà, c'est largement suffisant, on pense. Donc avec ce projet à la base de recyclerie, aujourd'hui, donc on est à la fois localisé sur Hendaye, mais aussi sur les communes environnantes. On fait des ateliers mobiles et on a des populations qui viennent des différentes communes environnantes. Merci Claire, je reviendrai avec vous tout à l'heure pour parler plus précisément du foncier, qui est une question qui vous préoccupe aujourd'hui d'ailleurs. Je vais me tourner vers Bernard Dumas, qui avec sa femme Sigrid a monté donc, alors, Aïma. Allons imaginer un monde d'amitié. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que veut dire Aïma, Bernard? On a mal entendu. Aïma, allons imaginer un monde d'amitié. Tout un programme, formidable. Aïma, c'est aimer en béarnais, et l'Aïma, parce qu'on avait commencé comme ça, c'est le bonheur en laiton. Une des premières actions qu'a mené Aïma, justement, ça a été un lien d'aide à la Lettonie, non, dans un certain secteur. Voilà, en 2002, pendant 7-8 ans, c'était 1 ou 2 camions par an de un peu tout venant, envoyés à des associations de familles pauvres en Lettonie. Et c'est à partir de... Vous avez été directeur d'un centre de formation. Comment passons d'un centre de formation à
à une entreprise. Vous aimez bien dire que votre association est aussi une entreprise, mais avec en plus des valeurs. Est-ce que c'est ça votre quotidien? Enfin, maintenant, je suis retraité, donc bénévole dans l'association. Mais je pense que les valeurs, c'est surtout ne pas mettre le capital et le profit en premier. Et là, le capital et le profit, c'est un moyen d'employer des personnes, un moyen donc de créer on a 25 salariés là, un moyen de pratiquer des prix bas pour effectuer des aides sociales, pratiquer des prix raisonnables pour que d'autres associations, des communes, etc., puissent avoir accès au mobilier que nous donnent les donateurs et qui aurait été jeté sans cela. Vous parlez d'emploi, vous parlez de 25 salariés, mais vous avez aussi une cinquantaine de bénévoles avec vous, ce qui fait à peu près 70 personnes. Oui, au moins, en comptant les bénévoles occasionnels, ouais, on doit être à 60, 80. Voilà. À peu près. Quelle est l'activité principale aujourd'hui de votre association? Alors, ben, on a une bourse d'échange vestimentaire à Saly-de-Béarn où les gens viennent échanger des vêtements. On a 2 recycleries de mobilier de particuliers, un peu comme des petits Emmaüs à Cam et à Saly-de-Béarn. 2 recycleries de mobilier professionnel, mais ouverts à tout le monde, à Saly-de-Béarn et à Haut-Serein. Et puis l'envoi de camions monétaires en Lettonie-Lituanie, une vingtaine par an avec essentiellement du matériel médical et puis des aides sociales. Pour bien comprendre, quelle est votre différence entre ce que vous faites et Emmaüs? Ben, écoutez, donc, déjà les camions humanitaires, une vingtaine par an. Ensuite, je crois qu'on est surtout spécialisé dans le mobilier. Enfin, on fait beaucoup de mobilier professionnel avec des récupérations de gros volumes. Malheureusement, partout en France, parce qu'il y a peu d'équivalents. Là, on a un gros chantier à Nice. On a eu un chantier de l'hôtel Hilton de Strasbourg. On a des chantiers en Bretagne. À Bordeaux, c'est fréquent. Donc, on va chercher du matériel professionnel qui est proposé à tous nos adhérents, mais qui intéressera surtout les associations, les communes et les petites entreprises. Vous êtes dirigé principalement maintenant vers le mobilier professionnel, qui s'adresse à quel type d'entreprise? C'est une partie de notre activité. Mais je vous dis, à Nice, c'est un gros centre de téléconseil. Il y a 1200 postes de travail qui nous sont proposés. L'hôtel Hilton de Strasbourg, c'était 300 matelas haut de gamme. Et un hôtel à Monte-Carlo. En Bretagne, c'était un lycée avec, je sais pas, 200 armoires, bureaux, chaises, mobilier d'internat. Voilà. Vous devez dire, Bernard, que votre quotidien, c'est une lutte contre l'obsolescence programmée. Est-ce que vous y arrivez à lutter contre cette obsolescence programmée aux mains des grands groupes industriels quand même? Nous, on ne répare rien, on ne sait pas réparer. Mais par contre, c'est une lutte contre la mise en benne, en déchets, de matériel complètement fonctionnel qui sont mis en déchets pour des raisons budgétaires, ils sont amortis, ou on a besoin d'un budget d'investissement, ou on a d'autres raisons. Des fois, une banque de Bordeaux nous a donné 300 armoires parce qu'ils changeaient de lieu pour limiter, ils nous ont dit, limiter les risques psychosociaux des salariés liés au déménagement. Ils préféraient changer tout le mobilier. On a récupéré 300 armoires en très bon état, 300 bureaux, 300 chaises qui avaient 3-4 ans d'existence. Ton association, enfin votre association à tous, est plutôt celle que l'on pourrait mettre en avant pour ajouter le fameux E à ESS pour faire l'économie sociale et solidaire et environnementale, parce que ce que tu décris là, c'est véritablement écologiquement et sur un plan environnemental un plus, puisqu'on réutilise des matériaux, c'est un peu comme toutes les recycleries d'ailleurs, mais qui ont plutôt tendance à faire que ce E de l'environnement devra être rapidement rajouté à l'ESS pour que ça ait du sens encore plus, non?
Ah ouais. Non, on évite à peu près du bon matériel, hein. On n'a même pas besoin de réparer. On est à peu près à, bon, c'est rien par rapport au chiffre national que donnait Roland, mais on est à peu près à 800 tonnes par an. Par an pour un chiffre d'affaires de combien vous faites? Si on peut parler de chiffre d'affaires. À peu près 600, 700 000 euros. Alors quand même, il y a une partie importante qui part dans les pays de l'Europe de l'Est, qui sont moins développés que la France et qui ont des besoins énormes. C'est le réemploi à l'international, pour nous, est essentiel. Et comme c'est un secteur plutôt déficitaire, c'est là qu'on rejoint les valeurs et les finalités de l'association en dehors de toute considération mercantile. Tout en restant une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un modèle économique totalement équilibré. Gilles, on n'a pas entendu la question. Ça a été très très bien pendant un mois et c'est ce soir que ça ne va pas. Donc je disais à Bernard que c'est à la fois une entreprise, tu viens de parler des valeurs que vous maintenez, pour autant c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui prouve l'économie de la valeur économique parce que son modèle économique est parfaitement équilibré. On dit souvent que l'ESS est une économie à subvention. Mais là, en l'occurrence, tu démontres par cette association qui fonctionne essentiellement et voire totalement sans subvention, avec un modèle économique parfaitement équilibré. Ben oui, avec vraiment là ouvrant assez peu de recyclerie sur le champ du mobilier professionnel, qui est vraiment de très bonne qualité, des gros volumes de matériel identique, par exemple 50 bureaux pareils, donc on peut faire la promotion plus facilement auprès de nos adhérents et qui se vend quand même plus cher que du mobilier pas forcément en bon état, récupéré au cas par cas chez des particuliers. Merci Bernard. On reviendra vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers Pascal Balator maintenant, qui est à Bayonne. Et qui, lui, alors c'est un petit peu l'inverse, il est dans les starting blocks, lui, plutôt, pour partir. Vous m'entendez tous, là, c'est bon, oui. Une question, Pascal. D'abord, l'association que vous avez montée s'appelle Recyclerie, qui s'écrit avec RIT à la fin. Oui. Voilà, donc on part avec un sourire, avec une positivité remarquable dès le départ. Là, voilà. Alors, pourquoi ce titre, d'abord? Pourquoi ce nom? Et racontez-nous où vous en êtes. Justement, vous n'avez pas encore commencé et vous rencontrez certains freins. Oui, oui. Alors, on est un peu les petits derniers. Je regardais aussi rapidement là, dans la liste des personnes qui étaient présentes. Il y aurait pu avoir d'autres, on va dire, interviews, notamment. Il y a Lokala qui est là, Selgarekin, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur les starting blocks, comme on dit. Et alors, pour le petit nom, le jeu de mots, c'est effectivement le côté positif de la chose. C'est un petit peu le débat qu'il y a eu tout à l'heure sur la ressourcerie et la recyclerie, c'est-à-dire qu'on voudrait aussi faire passer le déchet comme une ressource et quelque chose d'un peu plus positif qu'on l'a à l'heure actuelle, comme on y pense à chaque fois. Et je rappelle juste par rapport à la ressourcerie, c'est qu'effectivement, il y a un label qui permet de rentrer dans un réseau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi, nous, juste la recyclerie pour pas forcément rentrer dans ce label. Alors, nous, créé très, très récemment, avril 2020, l'association, je suis un des coprésidents. Pourquoi recyclerie, RIT? Parce que c'est le côté positif, parce qu'effectivement, sur le volet de travail des recycleries, il y a un gros travail de collecte, de tri, de valorisation des objets et de revente. Et il y a aussi un gros travail aussi, dont Recyclarté pourrait témoigner très bien notamment, de sensibilisation. Et pour montrer aussi que ces objets qu'on va racheter, retransformer, réparer, etc., ils ont encore une vie, ils peuvent être utilisés encore plusieurs fois. Et on peut aussi apprendre à réparer. Et donc, le but aussi de notre association, outre d'avoir un projet global de recyclerie avec plusieurs filières,
c'est aussi de sensibiliser largement un grand public autour de ces valeurs de réemploi et de réutilisation des objets. Pascal, quels sont les freins que vous avez rencontrés en préparant cette émission? Vous me disiez justement que vous n'aviez pas pu avoir encore le décollage que vous… alors, c'est vrai aussi qu'il il y a eu cette crise sanitaire aussi qui n'a rien arrangé dans ce décollage. Mais où ont été les principaux freins à votre développement? Alors, nous, on va rejoindre un peu ce que disait Claire aussi avec Recyclarté sur la taille des locaux qu'ils ont. C'est le frein principal qu'on peut trouver sur la côte basque, la disponibilité du foncier, notamment parce que si on reprend un peu des références autour de ce qui a été écrit sur le recyclerie, et moi j'en ai trouvé une intéressante là au niveau de PACA, c'est que grosso modo il faut 7 mètres carrés par tonne collectée pour avoir une surface de travail suffisante pour qu'une recyclerie tourne. Donc vous imaginez ce que ça peut faire quand on parle avec Bernard des tonnes de mobilier qu'ils font, ça peut aller très très vite. Et donc ça c'est un des principaux freins du développement. Alors nous, on a axé aussi notre activité dans un premier temps sur des ateliers de sensibilisation, notamment à faute de disponibilité de locaux. Et on est obligé aussi pour le moment de refuser des dons parce qu'on n'a pas de locaux disponibles. Voilà. Donc, le problème du local, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez et pourquoi vous ne trouverez pas? Alors, nous, on a plusieurs recherches de locaux possibles, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'engager un travail de collaboration avec plusieurs autres acteurs pour essayer de mutualiser des locaux, dont Emmaüs Tarnos. Et ces locaux, il nous faudrait en fait un espace à la fois pour faire des ateliers de la collecte, des ateliers de réparation et de transformation, et un magasin de vente. Donc, il y a soit un local où on retrouve tout ça, ou plusieurs locaux où on fait d'un côté la réparation, d'un autre côté la vente, etc. C'est pas très simple. Pourtant, c'est une activité qui devrait se développer. On s'est aperçu que les ressourceries en France, quand vous prenez une carte de la France, eh bien, c'est peut-être dans ce bout de sud-ouest où il y en a le moins. Et ça s'est bien développé ailleurs. Donc, il y a de la place quand même, d'après vous. Oui, il y a de la place. Nous, on était parti aussi d'une étude de l'agglomération qui avait été faite en 2015-2016, justement sur le tonnage de ce qu'on pouvait récupérer que sur 4 déchetteries du BAB, donc sans les particuliers, sans le Tarnos et compagnie. Donc, on sait que la ressource existe, la ressource humaine aussi. Je pense qu'on est un territoire très attractif qui fait venir plein de gens aussi qui veulent se lancer dans ce genre de projet. Et c'est vraiment une problématique majeure, c'est de trouver du foncier disponible et pas excessif pour une association qui démarre et qui n'a pas les moyens d'investir dans des locaux tout de suite, quoi. Par rapport à toutes ces remarques, il semblerait que le frein principal au développement des projets de recyclerie, ça serait le foncier. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités de mutualisation à ce niveau-là sur le territoire, que ce soit au niveau du foncier ou des compétences annexes peut-être en termes de comptabilité, gestion, etc., qui sont des compétences que les porteurs de projets n'ont pas forcément non plus envie de faire au quotidien et qui prend beaucoup de temps? Alors, je ne sais pas qui souhaiterait répondre, si Pascal et on va demander à Pascal et on se retournera après vers Claire qui, justement, est en plein ce problème actuellement. De résoudre, d'ailleurs. Oui, alors, des mutualisations, oui, c'était d'ailleurs un travail qu'on avait commencé à engager avec plusieurs porteurs de projets, mais des porteurs de projets qui étaient au stade de départ. Donc, c'était un peu compliqué de trouver du temps aussi pour faire un travail collectif. Donc, c'est ce qu'on a relancé il n'y a pas longtemps et notamment, alors parce que nous, on est intégré au Tube ASC depuis fin 2018, donc qui travaille notamment aussi avec Tube ASC à Tarnos, qui est un accompagnateur de projet ESS.
et notamment avec Transeco apparemment qui veut appuyer un peu cette demande de mutualisation de plusieurs structures autour des locaux, puisque voilà, je ne sais pas si les gens connaissent, mais il y a une recyclerie du BTP qui s'est constituée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Pachama. D'autres projets autour de l'économie circulaire comme les petits popotins, les retournés, qui est un projet de consigne de verre. Je pense que vous avez présenté les projets là, durant ce mois. Donc, ça peut être une solution, effectivement. Après, il faut aussi une volonté derrière politique de suivre et de s'engager dans cette démarche. Merci Pascal. Claire, ce problème du foncier, vous y avez été confronté. Vous êtes confronté toujours à ce problème et vous êtes en passe de trouver une solution. Pourtant, à Honda, il semble-t-il, je ne sais pas, quand on connaît la zone des Joncos, il y a quand même des zones qui pourraient vous accueillir, non? Il y a de la place. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est vrai que sur cette question du foncier, mais comme tous les projets de recyclerie, ressourcerie, on se trouve confronté à ça. Et Bernard à AIMA pourra témoigner aussi de l'historique de la constitution de AIMA qui aujourd'hui arrive à traiter tous ces déchets. En fait, on part tous de la même chose. Aujourd'hui, Pascal, il n'a pas de local au sein de son association. Donc, c'est très compliqué quand on n'a pas de local pour stocker, pour travailler. Donc, il faut toujours commencer par petit et se développer en plusieurs phases. Donc, nous, c'est vrai que pendant 5 ans, on a porté ce projet de ressourcerie créative du Pays Basque. On a eu différentes opportunités. À très peu de choses, ça ne s'est pas fait. Il y a eu plusieurs tentatives vraiment qui ont failli aboutir. Et on pense que, bon, globalement, en tout cas, si je dois avoir un retour sur l'expérience de Recyclarté, on n'a pas eu de chance avec certaines temporalités. On a vécu le changement de la nouvelle agglo et en fait, on a vécu en même temps le changement de compétences. Parce qu'au début, quand nous, on s'est créé, la gestion des déchets était faite en interne, en régie, sur la déchetterie d'Andaille, avec la commune avec laquelle on était partenaire. On était aussi partenaire avec l'agglo, mais c'était l'agglo Sud Pays Basque. Et il y a aussi donc il y a à avoir, je pense, sur notre secteur beaucoup plus que sur d'autres secteurs, et comme le disait notre secrétaire d'État, et comme vous le disiez aussi, sur notre secteur, on n'a pas de recyclerie. On a vraiment une pression foncière énorme. Et ça, c'est effectivement lié à l'attractivité et l'attirance que certaines personnes peuvent avoir pour notre territoire. On est de plus en plus nombreux et le foncier est de plus en plus cher. Et à Recyclarté, dès le début de portage du projet, on a dit à l'agglomération, il faut que la collectivité nous aide sur le foncier, parce qu'on a commencé notre projet en allant voir tous les projets qui avaient échoué, parce qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup des projets de recyclerie. Il ne faut pas croire que ça n'intéresse pas les Basques, c'est juste que le foncier est trop cher. Donc nous, notre position, c'est de dire, il faut une aide sur soit l'acquisition, soit la location du foncier par la collectivité. Et ça, nous, on le justifie très, très simplement d'un point de vue économique. Par exemple, AIMA, qui retraite 800 tonnes de déchets annuels, qui détourne ces déchets, c'est autant d'économies pour la collectivité. Et on estime à peu près entre 100 et 150 € la tonne pour le coût collectif de gestion des déchets. Donc, AIMA contribue avec ses 800 tonnes, faites le calcul avec moi, à peu près 80 000, 100 000, 120 000 € économisés pour la collectivité. C'est énorme. Si on intégrait ces calculs dès le départ à la constitution d'un projet de recyclerie, ça permettrait l'accès au foncier. Si le foncier appartient à la collectivité, elle n'a qu'à louer et retrancher ses coûts évités, une sorte de contrat en fait avec les recycleries, et on a un foncier quasi gratuit. Et personne n'y perd, ni la collectivité, ni les recycleries. C'est très important ce que vous dites là, justement. Mais ce message-là, pourquoi vous n'arrivez pas à le faire passer aux politiques, ou pourquoi il n'est pas reçu? Alors, on n'a pas arrêté de le dire. Ça fait 5 ans. Et comme ça fait 5 ans, donc je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, donc la collégiale de Recyclarté a décidé d'arrêter le portage de projet de la recyclerie, parce qu'après 5 ans,
on s'épuise un petit peu et on a pris une direction sur la mobilité. On va continuer nos ateliers de sensibilisation, donc le volet sensibilisation finalement d'une ressourcerie, mais on va mettre de côté l'idée de la recyclerie parce qu'on est lassé en fait. Ça fait 5 ans qu'on porte ce projet. On peut avoir une certaine analyse du territoire. Moi, je dirais que aujourd'hui, maintenant que la nouvelle collectivité Pays Basque est constituée, et maintenant que les nouvelles élections municipales, c'est le temps politique en fait, et c'est l'organisation politique et institutionnelle aussi de notre territoire. Aujourd'hui, on a une élue à l'économie sociale et solidaire à l'agglo. On n'en avait pas au précédent mandat. Donc en fait, on avait très peu d'oreilles attentives. On avait quelques élus, mais ils étaient quand même relativement minoritaires à l'agglo. Et le problème, d'après moi aussi, c'est le développement économique, aujourd'hui, n'intègre pas assez encore dans notre collectivité une vision économique d'économie sociale et solidaire. Ça que j'insistais tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Claire, et je rebondis là-dessus pour dire que la partie développement économique… J'entends pas. La partie développement, je suis tout à fait d'accord avec toi, la partie développement économique de l'ESS n'est pas assez mise en valeur. Et c'est… Alors, il faut toujours regarder le verre à moitié plein. Il est vrai que les 6 ans, depuis 2014, nous étions 2 élus. Aujourd'hui, il y a 4 élus, oui, c'est ça, dont une, et c'est ça qui est important, une qui est à l'agglomération, qui est déléguée à l'économie sociale et solidaire à l'agglomération. Je crois que là, tout le monde commence à être convaincu que l'ESS, c'est le monde de demain. Tout le monde commence à être convaincu, mais il faut les moyens, il faut convaincre. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle, depuis longtemps, les acteurs disaient qu'il faut un lieu aussi pour pouvoir en parler. Ce n'est pas neutre. Si les 7 fondateurs, on s'est battu pour que cette maison existe, Michel Venac est dans la salle, je l'en remercie encore parce que c'est effectivement grâce, et s'il veut intervenir, bien évidemment, on l'y invite. Et c'est grâce à justement ces initiatives où vous, les acteurs de terrain, et nous, cette maison qui va peut-être permettre de rebooster, d'être avec vous, de soutenir et surtout d'agréger toutes les forces. Parce que Claire, tu es en recyclerie sur Andaille, Pascal est sur Bayonne, Happy Up est sur Cap-Breton, mais il faut qu'on soit tous ensemble pour une démarche collective et je suis sûre qu'on va y arriver. Peut-être qu'il y a une autre étape que Claire… Oui, Ghislaine, oui. Michel Venac. Oui, Michel. Oui, tu m'invites à intervenir. Je peux intervenir là? Avec plaisir. Voilà. D'autant plus que je dois vous quitter là dans quelques minutes. D'abord, je me félicite des travaux de la Maison de l'économie sociale et solidaire, qui sont des travaux extrêmement intéressants et importants, salués par la ministre à l'instant. Donc, c'est un mois formidable qui vient de se dérouler. Et moi, je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Sur le second point que je voulais dire, au-delà du fait que la maison se porte bien, c'est qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire commence à prendre force et vigueur. Et elle commence à prendre force et vigueur. Et avant de vous quitter, je voudrais vous conseiller la lecture d'un bouquin qui vient de sortir, qui a été salué d'ailleurs dans beaucoup de médias, qui s'appelle La Cité écologique, d'un philosophe qui s'appelle Serge Audier, aux éditions de la Découverte, La Cité écologique. Et il y a un chapitre très important sur ce qu'il n'appelle pas l'économie sociale et solidaire, mais une socio-économie solidariste et écologique, ce qui revient à peu près au même et qui correspond à ce qui était évoqué tout à l'heure par l'un des intervenants, une socio-économie solidariste et écologique. Alors, je crois simplement, comme le disait Gis tout à l'heure, que l'économie sociale et solidaire, quelle qu'en soit la forme, la dénomination qu'on lui donne, est en train de prendre effectivement une consistance, une épaisseur extrêmement importante. D'abord parce que tout le monde se rend compte que c'est une économie. C'est-à-dire, ce n'est pas un gadget, etc. C'est une économie qui est sérieuse,
une économie qui a des fondements, une économie qui a des principes économiques, simplement dont les finalités sont des finalités particulières. Et donc, je pense que, comme ce qui a été dit tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire, cette socio-économie solidariste et écologique, va petit à petit demain, surtout après les moments de crise que nous venons de vivre et qui changent complètement la physionomie du monde socio-économique qui est le nôtre, eh bien, je pense qu'elle va devenir une indispensable ouverture vers les principes d'échange économique. Nous espérons, Michel, c'est que ton propos soit relayé et entendu au niveau, parce que malheureusement, nous sommes tous convaincus. J'entends rien là. Je disais, tes propos, on les entend et on est tous convaincus de cela. Et il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à avoir un écho suffisamment important. La secrétaire d'État tout à l'heure nous disait que le statut de ESUS, ce fameux statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale, il faut impérativement que cela soit facilité et que l'on nous entende en tant que justement nouvelle économie, enfin tout au moins économie du monde de demain. Voilà. Mais merci Michel de ton intervention. J'en profite d'ailleurs pour dire que si quelqu'un veut intervenir à partir de ce moment de débat, et si vous en êtes d'accord, il vous suffit soit de lever la main, ce que vient de faire Delphine Taïeb, soit de mettre un petit message dans Converser de façon à ce qu'on vous donne la parole. Merci à tous. Delphine. Oui, je prends la parole juste 2 minutes. D'abord pour remercier à mon tour Michel Venac et aussi pour souligner l'importance de la prise de conscience des jeunes sur les questions d'environnement, mais aussi sur la volonté de s'inscrire dans un monde plus juste et dans les valeurs que porte l'ESS. Et ce que vient de dire Claire de Recyclarté est quand même très important, puisqu'elle nous dit que grâce à l'ESS, une collectivité peut faire des économies. Voilà. Donc, je vous laisse continuer le débat et à poser je vous invite à poser des questions dans l'onglet discussion si vous ne voulez pas intervenir oralement. On peut revenir vers Claire aussi. En sachant qu'il y a une question de Sophie pour Pascal. Alors, non, on me signale une question de Sophie pour Pascal. Alors, voyons, comment se positionne la collectivité, justement? Une aide sur le foncier semble-t-elle possible sur le BAB, Dixit, modèle décrit par Recyclarté, où le discours est-il stérile? Est-ce qu'il y a une volonté réelle d'avancer sur ce territoire? Alors, Pascal. La volonté, alors je ne peux pas dire qu'on l'ait beaucoup demandé. On avait demandé un local, nous, sur les quartiers prioritaires de la ville de Bayonne, à un moment donné, mais qui ne correspondait pas vraiment à nos attentes. Voilà, donc on a laissé un peu de côté ce local. La question, c'est qu'on a vu un élu il n'y a pas très longtemps là, de la ville de Bayonne. Et c'est revenu l'histoire de la mutualisation. Je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Alors, ce n'était pas trop le cas avant. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai aussi été coprésident et cofondateur de l'atelier vélo de Chirindola. Donc, on avait demandé aussi des locaux dès le début parce que c'était quelque chose de primordial pour le développement d'un atelier vélo participatif. Et on a eu la chance justement d'avoir un local assez vite. On est tombé, on va dire, dans une bonne période aussi autour de la mobilité. On en parlait pas mal, on avait insisté là-dessus. Donc, les élus sont susceptibles de répondre favorablement à ça. Sachant que, comme dit Claire à l'instant, la pression foncière est quand même de plus en plus prégnante et les demandes aussi sont de plus en plus nombreuses. Donc, alors nous, on s'est rapproché de plusieurs structures. Là, dernièrement, on est allé discuter aussi avec Compound Choco. Donc, c'est peut-être la solution à venir.
pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de retours. Et comme disait Claire aussi, à un moment donné, on est tombé, il y a eu un projet de recyclerie mené par l'agglomération, et le changement de type de structure administrative, donc c'était porté à l'époque par l'agglomération Côte Basque-Adour, et du coup maintenant ça doit être porté par la CAPB, Comité d'agglomération Pays Basque. Ça a aussi ralenti les choses. On n'a pas pour l'instant d'écoute, mais on est très content d'avoir une élue à l'ESS à l'agglo. Du coup, merci Pascal. Juste pour rebondir au niveau du foncier, de la pression foncière, il y a quand même des villes et des agglomérations où il y a une forte pression foncière comme Toulouse, mais qui ont décidé de faire autrement. Et malgré la pression foncière, par exemple, il y a un projet du Col qui a été accepté et choisi par la ville de Toulouse, qui s'appelle le projet La Pujade, et qui intègre dans ce quartier un projet d'habitat participatif intégré à un pôle ESS. Donc, c'est vraiment un projet habitat, économie sociale et solidaire. Et donc, la commune a décidé de choisir ce projet plutôt que des projets de promoteurs immobiliers qui leur rapportaient beaucoup plus d'argent. Donc, il y a des beaux exemples aussi dans des… En centre-ville. En centre-ville. Voilà, non, il y a des beaux exemples, même à Bordeaux, là, je pense que Romain pourrait en parler aussi, il y a le projet ICOS, le Romain de la PESA. À Paris, il y a un gros projet aussi très large, et Paris, c'est quand même une ville où la pression foncière, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc oui, non, c'est faisable. Après, je pense qu'il faut être collectif sur ce portage, et surtout montrer que c'est une économie à part entière, mais une économie, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'économie, mais une économie qui fait faire des économies, notamment par rapport à la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va toucher aussi des personnes du fait de leur dire, voilà, on fait des économies à la collectivité, notamment parce qu'elle achète quelque chose qui est de seconde main, qui ne va pas faire 36 milliards de kilomètres, qui va être retapé, etc. Donc tout ça, c'est effectivement une sensibilisation, et ce n'est pas forcément calculé à l'heure actuelle. Le réseau national des ressourceries le fait, le réseau régional Renaître aussi, mais il le valorise un peu. Et ça, c'est aussi important. Le fait d'avoir 800 tonnes aujourd'hui nous diminue la charge pour l'agglomération. Ce qu'il faudrait, c'est amener, et ça serait très intéressant qu'on réfléchisse ensemble sur le moyen de faire une valorisation de tous les éléments, à la fois emploi, à la fois, moi, un élément qui me paraît super important, dont pour l'instant personne n'a parlé, mais je pense qu'on va y venir, c'est également le fait que même s'il y a de l'activité par l'insertion économique, il y a dans certains cas la possibilité d'un objet qui va être jeté, une récupération, une réutilisation, une réappropriation, et même quelque chose de, on le verra tout à l'heure avec Happy Up, on peut faire du design. C'est-à-dire que loin de laisser les choses, je dirais, de niveler vers le bas, on est plutôt en train de reconstruire quelque chose de beau et de durable. Et je trouve que cela… Et là, tu viens de pointer quelque chose que je trouve fondamental, c'est de faire peut-être, d'essayer de trouver tout au moins un mode de valorisation de cela. Tu vois, de faire une fiche à la limite et de noter tout ce que l'on pourrait, tout ce qui fait la valorisation. Et non pas d'y aller en ordre dispersé. Tu vois ce que je veux dire ? Je voudrais aussi… je voulais savoir d'abord si Valérie Fernani est avec nous. Elle est arrivée. Pour l'instant, non, je ne crois pas. Alors, elle n'est pas arrivée, et c'est dommage parce que justement, pour m'inscrire dans ce qui vient d'être dit, Valérie Fernani est à Cabreton. Elle est arrivée il y a 8 ans à Cabreton, et comme souvent chez nous, elle n'a pas trouvé le travail qu'il attendait. Donc, elle a inventé son association. Elle était très sensible aux problèmes d'environnement et aux problèmes de design, justement. Et son expérience est formidable. Alors, elle n'est pas là pour en parler, donc je vais en parler à sa place. Valérie a monté une association qui s'appelle Happy Up. Et Happy Up, qu'est-ce que fait Happy Up ? Happy Up récupère, vous savez, tous ces vieux meubles de famille que personne ne veut, ni nos enfants, ni même maintenant nos petits-enfants. Personne ne veut ça, et on ne sait plus où les mettre. Même d'ailleurs, dans les trocs, personne n'en veut. Elle récupère tous ces meubles, et elle les désosse complètement, et elle en fait des meubles complètement design.
Donc, l'inverse du départ. C'est-à-dire qu'avec du vieux, on fait du neuf, là, vraiment. Et elle a un succès énorme. Deux chiffres, il y a 31 salariés aujourd'hui chez elle, après quelques années, et elle a même intégré ses meubles design à la Camif. Et elle s'apprête d'ailleurs dans quelques semaines, quelques mois, à lancer une nouvelle gamme de meubles design, grâce d'ailleurs à une agence parisienne spécialisée là-dedans, dans le meuble, et c'est formidable. Donc voilà, donc non seulement, pour reprendre ce que Gilles vient de dire, on est aussi dans la modernité, dans la modernité complète, et avec du vieux, on peut faire des choses extraordinaires d'ailleurs. Voilà. Il y a des prix évidemment très compétitifs. Valérie Fernandi n'est pas là encore pour nous en parler. J'espère qu'elle arrivera avant la fin pour nous en parler. J'espère. Enfin, voilà, hein. Oui, elle revient. Elle avait une réunion. Alors justement, elle avait une réunion, et c'est ce qui la retarde, parce que pour parler du problème du foncier, parce qu'elle n'arrive pas à trouver non plus aussi, comme Pascal, un local. Elle a un petit local quand même relativement grand pour l'instant, de, je crois, 300 ou 400 mètres carrés, mais elle a décidé carrément d'acheter un terrain et de faire construire dessus. Et donc, elle est en train de construire 900 mètres carrés sur un terrain à côté de Cabreton. Et elle avait réunion avec l'architecte ce soir. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais son exemple est passionnant et je vous invite à aller voir son site qui s'appelle Happy Up. Happy, API, et plus loin, Up, UP. Voilà, c'est formidable. Je reviens peut-être vers Bernard, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Et Bernard, est-ce que, justement, en préparant cette émission, vous nous disiez que l'enjeu est aussi politique. On est en plein dedans là, en ce moment. On aime bien parler d'économie et d'emploi, mais il est aussi politique. Est-ce que chez vous, vous avez senti dans votre association l'enjeu politique derrière tout ça? Je crois, d'abord, ça a été évoqué par rapport à l'aide publique qui peut être apportée. Et ensuite, moi, je suis inquiet depuis le début en me disant si le réemploi par l'économie sociale et solidaire se développe, est-ce que assez vite les producteurs, les industriels ne vont pas se réveiller en voyant ça comme la concurrence et finalement en nous mettant dans besoin d'un verrou, en nous mettant des bouts de banane ou même par un jeu de lobbying en orientant les décisions politiques contre les structures de réemploi de l'ESS. Et là, on a eu récemment 2 signaux pour ça, de producteurs qui interpellaient les éco-organismes en disant « Eh oh, il ne faudrait pas que Aïma aille trop loin ou réemploie trop de choses. » Enfin voilà, donc moi c'est un peu une inquiétude, mais en même temps, je me dis, on sait très bien quel est le poids des lobbies industriels et tout ça pour aller contre ce qui peut les gêner à un moment donné. Et là, il faudra que les politiques arbitrent entre l'enjeu de réemploi, réutilisation et anti-gaspillage et le profit des entreprises privées. Quel est votre discours, Bernard, justement, quand des politiques peuvent tenir ce discours? Alors, quel est votre discours à vous, là, en réponse? Mais notre discours, c'est que, comme c'est dit partout, le monde ne peut pas continuer en tirant comme ça sur les ressources naturelles et tout ça, et que c'est aberrant quand même voilà, de devoir réemployer difficilement des objets encore en bon état, les jeter alors qu'il y a des besoins énormes, voilà, que ça rencontre entre les besoins socio-écologiques, la société qui est en train qui est là, c'est aberrant. Je vous pose cette question, Bernard, parce que j'ai l'impression, moi qui suis dans la presse et dans la communication, que justement, votre discours à tous, là, Claire, Pascal, Bernard, ne passe pas dans la presse aujourd'hui, dans les médias. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que aussi vous soyez plus entendus? Parce que quand Claire dit ben oui, on n'est pas entendu par les politiques, peut-être que les médias pourraient aussi en parler. Je sais pas, Michel Venac faisait allusion
au monde d'après la crise sanitaire qui pourrait aussi servir d'électrochoc et de prise de conscience. Peut-être, mais voilà. Est-ce qu'il ne faut pas attendre le développement de cette crise ou une crise encore plus majeure pour que ces idées, quand même, qui sont traînées par par René Dumont depuis 45 ans, arrivent enfin à émerger et à prendre le pas, finalement, sur les comportements dispendieux, égoïstes et qu'on connaît depuis le 19e siècle. Alors, moi, si je peux rajouter une petite note d'espoir dans tout ça, Bernard, C'est clair. je partage tout à fait ta peur, en fait, mais je pense que les peurs, c'est bien d'en parler, il faut rester réaliste, il faut pas se voiler la face, hein. C'est sûr que le recyclage, aujourd'hui, ça a été finalement, c'est la dernière partie de la gestion des déchets, c'est ce qui est le moins intéressant et d'un point de vue écologique et d'un point de vue social, et c'est ce qui a été le plus développé parce que c'était ce qu'il y avait de plus rentable. Effectivement, les industriels l'ont très bien développé parce qu'ils ont su, avec leur lobby, aller faire voter des lois en leur faveur. Et aujourd'hui, quand on regarde la gestion globale des déchets, c'est pas très très joli. On est dans un secteur où il y a vraiment beaucoup de progrès à faire d'un point de vue environnemental et d'un point de vue humain. Et ce que tu commençais par dire, Bernard, c'est sur la valeur du capital. Effectivement, je pense que la grande différence entre une recyclerie qui pourrait être récupérée par un industriel et une recyclerie, ressourcerie en ESS, c'est que en ESS, on ne cherche pas le profit. On cherche d'abord des objectifs d'intérêt général qui sont la prévention des déchets, la sensibilisation des populations pour un changement de comportement, qui sont développer des emplois non délocalisables, enfin, que des jolies valeurs et vraiment une éthique. Alors, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la sensibilisation à l'environnement et vraiment, je voudrais apporter un message très positif par rapport à l'évolution des mentalités, autant du grand public que des élus. Il ne faut pas se leurrer, nos élus aujourd'hui au Pays Basque, ils ont bien conscience et effectivement, on a eu les questions de confinement, mais bien avant ça, on a eu quand même une prise de conscience globale avec des mouvements de jeunes dans les rues pour parler du problème climatique. Donc, il y a eu quand même énormément d'associations et de mouvements citoyens qui ont fait prendre conscience. Et aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus juste envie de faire le tri des poubelles dans le bac jaune, etc. Aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à aller plus loin. Aujourd'hui, les élus, c'est des gens comme vous et moi, hein, c'est des gens qui sont sensibles aussi. Et je pense que là, on est vraiment, on a fait d'énormes progrès et qu'on est vraiment à un moment où beaucoup de choses vont être possibles. Et sur notre territoire, ça, c'est sûr que la recyclerie, les recycleries possibles, elles vont émerger ces prochaines années. Et on a une opportunité absolument fabuleuse, c'est qu'on est obligé de refaire nos déchetteries qui sont plus aux normes. Et là, je sais de sources sûres, de techniciens de l'agglo, qu'il va y avoir des jolies choses qui vont être mises en place, et on l'espère, en concertation avec les acteurs de l'ESS. Merci Claire pour ce message positif. Notre message positif, ce serait que des personnes comme Claire, un jour, fassent le saut et se retrouvent en politique. Comme ça, peut-être. Pour amener directement le discours. Il y a plusieurs personnes qui souhaitent intervenir. Le débat commence à prendre et c'est super. Alors moi, j'ai envie plutôt d'ouvrir les micros pour laisser, par exemple, Denis Luttereau qui qui pose des questions à propos des déchetteries publiques. Souhaites-tu l'énoncer toi-même, si tu veux bien, Denis? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bien. Oui, je disais un petit mot sur les déchetteries, mais c'est le sujet qui vient d'être évoqué. Il m'est venu. On ne t'entend plus, Denis. Bon, il y a un certain nombre de déchetteries. Et là, vous m'entendez? Je ne fais rien, mais j'ai une. Il faut s'approcher du micro et ne plus bouger. J'ai une très mauvaise liaison Internet. Ma question, en fait, elle s'adresse aussi un peu à l'agglo, qui et très concrètement, autour des déchetteries, il y a du foncier et il y a de la ressource par définition. Il me semble que partout où il y a des déchetteries, les associations
apparemment nombreuses où les porteurs ou les projets devraient pouvoir trouver leur place juste à côté de ces déchetteries. Et il n'y a pas forcément besoin que ce soit un méga projet porté par l'agglo, parce qu'on sait que ça prend du temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'agglo continue dans cette direction, mais à mon avis, dans chaque commune où il y a une déchetterie, il y a de la place, il y a de la ressource, et je pense que c'est une piste sur laquelle les élus devraient réfléchir pour accueillir même des petites recycleries. J'ai vu qu'il y avait Paul Etchelékou qui pourrait nous parler de Selgariki Nabidar, et qui cherche elle aussi un local pour passer à la dimension supérieure. Et connaissant bien les lieux, je peux vous dire qu'il y a de la place. Donc, avec un peu de volonté politique et quelques moyens, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas trouver. Et encore une fois, pas forcément à des très grandes échelles. Évidemment, il faut que les projets soient adaptés. Aïma, évidemment, lui, avec autant d'armoires, de chaises et de bureaux, il lui faut beaucoup de place. Besoin d'un peu moins de place pour faire des petites recycleries. Merci. Il y a Frédéric Chopin qui voudrait parler de l'agglomération landaise. Ah oui, pardon. Frédéric Chopin qui souhaitait donc nous faire part en agglomération landaise. Est-ce que Frédéric Chopin veut prendre la parole? Non. Est-ce que Frédéric Chopin est là? Oui, je pense. Mais on va lire la. Vas-y. Bonjour. Ça y est. Vous m'entendez? Alors, c'est Frédéric Chopineau, donc on s'était déjà rencontrés par rapport à un projet. En fait, effectivement, ça dépend vraiment d'une volonté politique, puisqu'il y a des agglomérations landaises le long de l'océan, hein, donc ce n'est pas des agglomérations qui sont dans les campagnes, qui ont mis en place en fait des coûts très très bas sur les terrains réservés à des entreprises non délocalisables. Donc le prix du mètre carré peut être de 15 à 20 euros par exemple, le prix du mètre carré. Hein. Pareil pour les personnes qui veulent s'installer définitivement, de façon à justement, moi j'ai eu ces agglomérations-là au téléphone, cet aglo-là, qui me disait parce que justement, au vu de ce qui se passait sur le Pays Basque et le Sud-Land, ils ne voulaient pas reproduire cette problématique-là, qui leur semblait effectivement être un problème pour pouvoir développer de l'ESS et de l'emploi sur le territoire. Donc, voilà. Donc, ça existe. Donc, effectivement, c'est vraiment une volonté politique à la base. Ils organisent même, ils ont même mis en place des sites, pour rebondir sur ce que disait Denis Luthereau, des sites où il y a une forme de coworking, en fait, où toutes les associations, entreprises solidaires peuvent partager des locaux, mutualiser les outils, mutualiser les locaux, même si elles sont un petit peu sur le même créneau, sachant que l'idée est effectivement de pouvoir favoriser au maximum le développement de cette économie dans leur agglomération. Voilà. Là, nous, on en est un petit peu au même… bon, on a rencontré Recyclarté récemment. On en est un petit peu aux mêmes difficultés. On rencontre les mêmes difficultés hein, que tous les porteurs de projets, c'est-à-dire le foncier, l'espace, la disponibilité. Et on en est au stade où on va faire de notre côté, puisqu'on ne voit pas d'aide autrement, appel à d'autres porteurs de projets. Donc, on a déjà plusieurs personnes qui sont intéressées, que ce soit des auto-entrepreneurs qui, par exemple, fabriquent des accessoires vélos à partir de matériaux recyclés, que ce soit d'autres partenaires avec qui on va être obligé de louer un grand local pour mutualiser les outils, les locaux et le reste. C'est certainement la solution de demain. D'ailleurs, Dominique Albinck nous veut aussi témoigner sur la problématique du foncier, parce qu'effectivement, ton association, Dominique, Habitat et Humanisme, a le même problème, mais c'est sur un autre axe. C'est pour loger les familles. Tu nous dis qu'il faut beaucoup de ténacité et pour que les projets aboutissent, puisqu'il faut au moins 10 projets
pour qu'un aboutisse. Mais on y arrive et tu encourages donc Claire et tout le monde à continuer. C'est bien ça. Il est là. Oui, il est là, Dominique. Il est en face de toi. C'est ça, j'encourage tous à continuer, même si l'activité de notre association n'est pas dans le même domaine que le sujet d'aujourd'hui, mais le problème du foncier, il est général, quelle que soit l'association. Moi, j'avais une question à vous poser à tous. Alors justement, puisqu'on parle de foncier, il y a quand même un établissement foncier au Pays Basque, public. Qu'est-ce qu'il fait en la matière? Ah, qui va répondre à cette question? Alors, moi, j'ai jamais eu le plaisir d'être mise en lien avec eux, mais je sais que Pachama, la recyclerie de matériaux qui est en train de se développer sur le Pays Basque, cherche aussi un grand hangar. Donc, c'est autour de la déconstruction circulaire que les deux porteurs de projet ont axé le projet. Donc, ils vont déconstruire pour récupérer les matériaux et ils ont été mis en lien avec l'établissement public foncier local qui, effectivement, a des réserves foncières. Donc, c'est un axe qui est assez intéressant. Après, il faut savoir aussi que dans chaque commune, il y a du foncier qui peut éventuellement appartenir à notre agglomération, ce qui est le cas par exemple à Hendaye, où il y a 2000 m² qui sont inutilisés, sur lesquels nous, on s'était déjà positionnés. Il y a aussi les communes qui ont du foncier. Pour commencer, quand on est petit, souvent c'est aussi le niveau communal qui va aider en premier. Et Bernard pourra témoigner, pour Haïma, ça a d'abord été la commune, et c'est souvent le cas pour les recycleries. Donc voilà, il y a quand même aussi plusieurs axes de ce côté-là. Et ce que disait Dominique pour Terre et Humanisme, on peut aussi peut-être aller voir du côté des privés. Alors nous, il y a eu un moment où on y a pensé, on s'est dit quels sont les gros propriétaires terriens? Ça peut être l'église, par exemple. Nous, à Hendaye, elle a pas mal de terrain. Enfin, faut regarder, faut enquêter. Mais sur la question du foncier, je voudrais ajouter aussi quelque chose de très intéressant. Il faut peut-être réfléchir dès le début à ne pas être locataire, mais à essayer de trouver un compromis qui convienne à tout le monde et qui pourrait être, par exemple, un bail-acquisition où, avec la collectivité, on se met d'accord pour louer à un tarif relativement normal comme le marché, mais enfin après ça se négocie, mais ne pas perdre 10 ans ou 20 ans comme beaucoup de recycleries, comme c'est le cas de Haïma, il me semble, à payer des loyers pour après, au bout d'un certain moment, se dire bon, bah ça y est, on a assez d'argent, on peut acheter nos locaux. Il y a une question qui dans ce sens, me paraît aller tout à fait dans le questionnement actuel. Alors je ne sais pas parce que c'est iPhone, donc je ne sais pas qui est derrière l'iPhone. Je souhaiterais savoir quel devenir y a-t-il pour l'ensemble des associations présentes ce soir si l'agglomération Pays Basque monte une recyclerie communautaire. Oui, c'est Mélissa Nazerolas parce que je ne sais pas comment on fait pour renommer, mais bonsoir à tous. Et du coup, je me posais cette question-là. De quel était le devenir des ensembles des associations si c'est l'agglomération qui porte le projet de monter une recyclerie communautaire. D'accord. Alors, qui veut répondre à ça? Quel est votre devenir s'il y a une recyclerie communautaire? Est-ce que vous serez dedans? Parce que moi, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas justement le projet? Mais Pascal, vas-y. Pascal, oui. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience et pour en discuter avec beaucoup d'acteurs et de recycleries qui se sont montés des fois simplement à 4 en commençant chez eux dans un garage, etc. Je pense que l'association, la structure qui porte ces recycleries, souvent en fait beaucoup plus au niveau sensibilisation, au niveau impact social, etc. Et je pense qu'il faut trouver un bon compromis. C'est difficile, à mon avis, pour moi, que les collectivités gèrent tous ces aspects de sensibilisation sociale, etc. Donc, je pense qu'elles ne peuvent pas faire sans des structures privées, puisque les associations sont des structures privées, qui ont souvent aussi beaucoup de bénévoles. Ça, on oublie de le dire et de le valoriser, mais dans les recycleries, il y a quand même beaucoup de bénévoles et de gens qui tournent autour. Donc, je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence. Après, je reviens vite sur le PFL. Le PFL, l'établissement public foncier
En fait, il a effectivement des locaux sur l'agglomération. Après, c'est la commande politique qui décide aussi du devenir de ces locaux. Donc, voilà. Chantal voudrait intervenir, je crois. Chantal voudrait intervenir. Ce n'est pas une question, mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'aspect social très important de nos projets. Et quand on vend des objets aussi à petit prix, etc., c'est pour aussi des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et ça sera, à mon avis, malheureusement, très important dans les mois à venir. Tout à fait. Je donne la parole à Chantal avant de repartir sur Cabreton, parce que notre ami Happy Up est arrivé. Alors, je voulais soulever je me demandais si ça ne serait pas intéressant que toutes les entreprises et les associations que nous avons entendues là prennent en stage les jeunes. Parce que je voudrais soulever, c'est la question là de comment passionner les jeunes pour ce travail de réemploi, de recyclage, etc. Moi, j'ai écouté une des émissions, là, celle de Tonton Choco, avec mon petit-fils qui a 13 ans. Il a été absolument passionné. Il m'a dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire, etc. Enfin, et je me dis, il y a un boulot énorme à faire auprès des jeunes qui sont souvent archi dans la consommation. Et c'est quand ils sont jeunes, au collège, au lycée, etc., qu'il faut essayer de les passionner pour tout ce que vous faites là. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de les prendre en stage, par exemple, puisque tous les élèves, je crois, en troisième font des stages en entreprise, mais c'est peut-être possible aussi dans ce genre dans une association. Comment les sensibiliser, les passionner, leur redonner le goût du bricolage, de réparer des choses, leur faire prendre conscience que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Est-ce que vous avez réfléchi à ce problème? Est-ce que vous avez des idées ou des contacts? Il y a aussi une matière, je crois, en troisième, où il y a un petit peu de travail manuel, un truc comme ça. Là, il va y avoir une matière où c'est peut-être possible de s'introduire, là, de travailler avec les professeurs et de leur donner ce goût de la réparation. Oui, tout à fait, Chantal. Oui, tout à fait. Sensibiliser les jeunes parce que ce sera le monde de demain d'ailleurs, le monde qu'ils vont bâtir eux-mêmes d'ailleurs, et auquel ils aspirent d'ailleurs. Donc il y a là aussi un problème de communication, je crois aussi. Faire passer des messages et par quel biais, par quels outils pour les joindre, ces jeunes. Alors, on va peut-être laisser la parole à Happy Up qui vient de nous rejoindre. Alors, on va dire Valérie Fernani. Je vais dire bonsoir à Valérie. Valérie, vous êtes là? Allô, bonsoir à tous. Désolée d'avoir rejoint le groupe un peu tard. Non, mais merci Valérie. J'ai parlé un petit peu de vos activités pendant votre absence. Est-ce qu'elle peut mettre sa caméra? Vous pouvez mettre votre caméra qu'on vous voit. Je suis désolée, à Cap-Breton, on ne peut pas faire audio et visio en même temps. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Valérie, votre absence est un signe d'espoir en même temps, si vous me permettez, parce que je disais que vous étiez confronté à un problème de foncier et que justement, si vous étiez absente, c'est parce que vous étiez avec votre architecte sur un terrain pour parler d'avenir, justement, et pour parler de bâtir, justement, le local que vous attendez. Écoutez, alors déjà, pour vite se présenter, parce que l'heure tourne aussi, rappelez-nous ce qu'est Happy Up aujourd'hui en termes d'emploi, d'objectifs et de projets également. Et puis, on verra aussi, on reviendra sur ce problème de foncier qui vous intéresse, qui nous intéresse aussi. Merci de présenter Happy Up. Pour présenter Happy Up, nous avons un concept original de gestion globale des déchets depuis la collecte dans les entreprises jusqu'à la valorisation par la fabrication en utilisant un process d'upcycling industriel sur le bois d'abord, et on est encore visible beaucoup sur le bois aujourd'hui et bientôt sur d'autres matières comme le cuir ou le textile. Donc ça viendra en début d'année prochaine. Retard Covid oblige. Donc notre objectif a toujours été de faire de l'upcycling industriel à partir des déchets des entreprises, et nous avons souhaité le positionner sur l'upcycling industriel pour permettre non seulement de valoriser des quantités de matières plus importantes qu'en faisant de l'upcycling créatif, mais également en permettant à nos employés en insertion de pouvoir se rapprocher du monde de l'entreprise.
Nous avons travaillé sur le bois dans ce sens-là, avec une stratégie pour aller vers le meuble haut de gamme, parce que c'était une des seules solutions de toute façon pour pouvoir pérenniser le modèle sur un plan technico-économique. Et nous faisons la même chose maintenant avec d'autres matières qui sont présentes dans les entreprises, comme le cuir et les textiles. Alors je précise que ce ne sont pas les textiles usagés, hein, mais des rebuts de production, et que nous traitons pour en faire des éléments de mobilier par des technologies assez pointues sur lesquelles on est en train d'investir avec l'université et avec un cabinet design. Donc voilà rapidement brossé ce que nous faisons. On est une structure très portée sur l'innovation parce que là également c'est un levier d'insertion sociale. Nous considérons depuis le début que l'innovation est un booster d'intégration sociale. Et ça marche bien même pour des personnes qui n'ont pas vocation à venir sur des métiers d'innovation à terme. C'est pendant leur passage chez nous un motif de motivation et de dynamique qui est loin d'être négligeable dans notre mission sociale. Donc voilà pour vous donner ces éléments. Valérie, pendant que vous parliez, nous avons diffusé un diaporama des meubles que vous construisez actuellement. Je ne sais pas si vous les avez à l'écran, comme ça, très concrètement, on voit ce que vous faites. D'accord, parfait. Alors effectivement, je rejoins l'ensemble des participants au groupe de ce que j'en ai pu en entendre. La problématique foncière a été une problématique dès le début. Nous avons de toute façon sur notre territoire pas pu avoir quelque chose d'autre qu'une location privée, hein, avec un propriétaire privé. Mais on a eu la chance de tomber sur un propriétaire privé qui était assez sensible à notre démarche et qui a accepté de nous faire un loyer raisonnable. Mais ceci dit, c'est un loyer quand même. Et quand nous avons commencé à grossir, dès l'année 2016, on a commencé à s'en inquiéter. On a cherché d'autres locaux plus grands. Alors là, l'offre sur le territoire, elle est à des prix qui ne sont pas raisonnables du tout. Donc, nous n'avons pas poursuivi et nous nous sommes résignés en quelque sorte à construire nos propres locaux. Alors, c'est une grande aventure parce qu'on a une chaîne de production qui est assez complexe. Il a fallu qu'on construise nos locaux pour que cette chaîne de production soit optimisée. Donc, on a beaucoup travaillé en performance industrielle et avec l'architecte avec lequel j'étais précédemment, pour que ces bâtiments soient les plus opérationnels possibles pour la production, mais aussi pour le bien-être au travail, parce que toutes ces activités sont des activités qui ne sont pas forcément neutres en matière de mobilisation des corps. Il faut manutentionner, il faut bouger les choses, il faut travailler. Les corps sont parfois mis un petit peu à rude épreuve, comme dans toutes les professions manuelles. Et nous avons voulu que ces locaux soient le plus optimisés possible en matière de gestion des risques et de bien-être au travail. Donc, voilà, c'est un projet qui nous permet au moins ça, même si construire des bâtiments, c'est quand même pas simple. En tout cas, dans notre maître d'ouvrage, ça n'est pas simple. Bravo d'abord parce que c'est magnifique. Enfin moi je suis ébahi de la réussite d'Happy Hub depuis fort longtemps. Il me semblait également qu'au départ, enfin je pense, hein, maintenant vous allez me contredire si ce n'est pas le cas, il me semble que vous faisiez également des recherches de filières de traitement pour les entreprises. Ce qui était intéressant, c'était que c'était gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise qui vous donnait ces rebuts entre guillemets à traiter, vous en faisiez quelque chose d'une façon ou d'une autre, vous cherchiez tout au moins des filières de retraitement. Vous pouvez nous parler juste de ça ? Effectivement, vous avez tout à fait raison, ça fait partie de notre offre de service en amont de notre chaîne de production, puisque nous collectons les déchets exclusivement dans les entreprises ou chez les acteurs économiques. On est aussi partenaire d'un certain nombre de recycleries avec lesquelles on peut récupérer de la matière, mais notre activité principale, c'est de collecter dans les entreprises. Et quand on arrive dans les entreprises, notre service, il est global, c'est-à-dire que nous ne proposons pas de récupérer uniquement ce qui nous intéresse, ça n'aurait jamais marché d'ailleurs. En fait, nous collectons aujourd'hui 27 catégories de déchets que nous trions et nous envoyons dans les filières adéquates ou que nous gardons pour valorisation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré notamment plusieurs entreprises qui avaient des problématiques sur le cuir et des problématiques sur le textile et qui n'avaient pas de filière. Aujourd'hui, le cuir est
une matière noble à laquelle on devrait faire attention. Et on s'est rendu compte que plus de 95% des gisements de cuir partaient en élimination, ce qui n'est pas super. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec l'Université de Pau pour développer des matériaux à partir du cuir, nous permettant de les intégrer dans nos meubles et puis probablement par la suite dans le bâtiment. Et même chose pour le textile, même si en l'occurrence, le gisement de textile que nous utilisons vient de l'ameublement et il est probablement moins important que celui du cuir. On est en train de développer une filière cuir à l'échelle régionale qui va concerner plus de 600 tonnes de cuir à l'année. Donc, ce sont des perspectives qui vont impliquer d'autres acteurs, structures d'insertion comme nous, qu'on va aller chercher sur les territoires pour aller au plus proche des entreprises pour collecter. Donc ça, c'est l'exemple type d'une demande initiale où l'entreprise ne savait pas quoi faire de son déchet, ça partait en enfouissement, hein, clairement, et nous a demandé d'étudier de nouvelles filières. Donc on a commencé par le faire et de le développer nous-mêmes, et puis aujourd'hui, on développe avec d'autres en réseau. Alors, une question qui vous est posée directement par Frédéric Chopineau. Avec quels moyens humains et financiers? Alors, on va essayer d'être un petit peu synthétique, Valérie, j'en suis désolée, compte tenu de l'heure qui tourne, et parce que moi, j'aurais une proposition à faire à tout le groupe, si on en est d'accord. Avec quels moyens humains et financiers le départ Happy Up a-t-il commencé? Alors, nous avons monté un comité de pilotage avec l'État, la région, le département et la communauté de communes dès le départ d'Happy Up, si bien que le démarrage d'Happy Up s'est fait avec des investissements qui ont commencé en gros, le temps d'investir sur la première année et demie, je dirais. On a réussi à mobiliser 130 000 € pour les investissements la première année. Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que ça et on a notamment parce qu'on travaille beaucoup sur l'innovation qui nous oblige à investir dans des machines. Donc, on est sur des volumes financiers beaucoup plus importants maintenant. Mais pour commencer, c'était 130 000 €. Très bien, merci. Alors, moi, je voudrais juste, avant de redonner la parole à la salle, en vous écoutant, il y a un élément qui me revient en tête. Certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion, j'en connais quelques-uns, d'aller à une société, assister aux entretiens qui font suite systématiquement aux actes qui sont envoyés au ministère. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire chaque année peut-être un point précis des problématiques, des enjeux et des difficultés que vous rencontrez, de faire une espèce de synthèse de tout ça et de le faire passer directement au cabinet ministériel en charge de l'économie sociale et solidaire pour avoir un retour précis sur chacun des points qui nous posent problème, sans que ce soit polémique, hein, bien évidemment, mais uniquement constructif, de dire voilà, Happy Up a un problème de foncier dans les Landes, et il y a un problème, comme disait Claire, et qui rejoint d'ailleurs totalement ce que vient de dire Valérie, c'est pourquoi ne pas acheter, enfin pourquoi ne pas nous donner les possibilités de faire un achat, ça a plus de sens sur du long terme. Qu'est-ce que vous penseriez de cette hypothèse, c'est-à-dire de fixer une date dans l'année, un peu comme une société, en disant voilà, on fait un topo précis sur ce qui se passe en termes de recyclerie. Est-ce que c'est à l'échelle d'un territoire ou parce que nationalement, il y a quand même un réseau des ressourceries qui a beaucoup travaillé avec Emmaüs, avec d'autres acteurs comme le réseau recyclage des ateliers vélo participatifs pour intervenir justement sur la loi AGEC. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est tout le monde. Donc c'est plutôt quelque chose de territorial, je pense. Ah ben oui, bien sûr. Enfin, il me semble. Maintenant, c'est juste une idée en l'air. Il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, Bernard d'ailleurs, Dumas, sur l'approche des problématiques de locaux par Bernard Dumas. Bernard? Ouais, mais nous c'est un peu l'avantage de la campagne. Les locaux, on n'a jamais eu trop de problèmes. Actuellement, alors j'espère qu'on ne va pas faire d'envieux, on a 6 000 mètres carrés. On a commencé par avoir des locaux mis à disposition par la paroisse. La mairie actuellement a 2 locaux, 2 grands hangars de stockage prêtés par 2 mairies.
On a un hangar prêté par un particulier. On a pu acheter un hangar avec, pendant une année, une aide pour le loyer du conseil départemental. Et maintenant, on a loué un 5e lieu. Voilà. Mais tout ça, c'est possible parce qu'on est à 20-30 km de la côte. Et en même temps qu'on n'avait que la Bourse d'échange de Bardos, à 25 km de Bayonne, on avait 150 adhérents par an qui habitaient la côte et qui se déplaçaient pour profiter des services. Ok. Peut-être redonner la parole à la salle une dernière fois. Est-ce qu'il y a parmi toutes les personnes qui sont encore là, est-ce que vous avez, il y a beaucoup de gens qui partent et qu'on remercie d'avoir été présents jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions à Véronique? Et autrement, on va demander à Delphine de clôturer. Moi, je voudrais juste, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, de toute façon, les coordonnées des acteurs seront envoyées par mail. Donc, si vous avez des questions directement, vous pourrez leur contacter directement chaque acteur sur des questions précises qui sauront vous répondre à la suite de cette intervention. Et maintenant, on laisse la parole à Delphine Taïeb, notre présidente, pour clôturer cette. Il y avait quelques fondateurs parmi nous ce soir, et je les salue. Dominique Albinck est l'un des fondateurs. Chantal, qui a pris la parole tout à l'heure, est l'une des fondatrices. Et donc Delphine et moi-même, je n'ai pas vu d'autres fondateurs, mais je les remercie de leur présence. Vas-y Delphine. Alors, avant de clôturer, je voudrais laisser la parole à Pascal, qui, il me semble, voudrait parler. Ah, pardon. Je voulais donner juste un chiffre global, en fait, sur, c'est quelque chose au niveau national, hein, on n'a pas forcément sur les territoires exactement les mêmes chiffres, mais c'est le réseau notamment des ressourceries qui le donne à chaque fois pour expliquer pourquoi c'est important aussi de faire place à ces associations, parce que c'est lorsque c'est porté en fait par les ressourceries, recycleries, le réemploi, ça crée quand même à peu près 850 ETP, alors équivalente au plein pour 10 000 tonnes de déchets ou de ressources traitées, contre 31 pour les centres publics de tri des collectes sélectives, 3 pour l'incinération et 1 pour l'enfouissement. Et je pense que les projets comme AIMA et PIUP, etc., le prouvent tous les jours. Donc, je pense qu'il faut, ça c'est quelque chose, il faut insister beaucoup dessus. Voilà. Merci Pascal. Merci Pascal, et la parole est à Delphine alors. Ok, alors une fois encore ce soir, on a vu que l'économie sociale et solidaire est vraiment transversale, parce qu'on est parti des recycleries et on a abordé des thématiques différentes, que ce soit le foncier, l'emploi, l'insertion et bien d'autres. Moi, j'ai quand même envie de souligner que on a vu ce soir des modèles économiques qui tiennent et qui tiennent pas forcément grâce à des subventions. Et si j'ai une phrase à retenir, c'est bien que l'ESS est une économie qui permet de faire des économies. Et ça me plaît assez comme phrase. Et je retiendrai aussi l'idée de Gis, parce que durant ce mois, et ce n'est pas encore terminé, reste demain, il y en a qui réclament la semaine prochaine, je confirme, il n'y a pas. Il y en a qui nous ont demandé qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine. Une prolongation. Il n'y a pas de prolongation, je vous rassure, on arrête. On déconfine la semaine prochaine. Excuse-moi Delphine. Donc, l'idée de faire des actes de ce mois et de l'ESS est très intéressante. Néanmoins, ça va demander beaucoup de travail. Donc, si jamais vous voulez venir nous aider, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Et puis, je vous dis encore, mais pour le dernier soir, à demain.